Un nouveau cran dans la violence au Proche-Orient avec la réapparition d'un contre-terrorisme juif. Un groupe d'extrême droite israélien a revendiqué un attentat à la bombe dans un quartier arabe à Jérusalem-Est. La journée a fait au total 10 morts et des dizaines de blessés. L'ouverture du procès de François Suppéry à Colmar, l'ancien directeur de l'association Cheval pour tous, accusé de viol sur ses anciens pensionnaires, a indiqué avoir été lui-même agressé pendant son adolescence. Il a aussi fait part de ses regrets. Quel bilan pour les ZEP, les zones d'éducation prioritaire nées il y a 20 ans tout juste, accueillent aujourd'hui près d'un élève sur 6. Les difficultés sont toujours là. Il est le juge le plus connu de France, celui qui a instruit l'affaire des HLM de Paris et convoqué Jacques Chirac. Éric Alphen s'exprime pour la première fois. Il est notre invité. Bonsoir. À tout à l'heure. Dans votre livre, 7 ans de solitude, qui sort demain, vous revenez sur une enquête qui a été sabotée, selon vous. On se parle donc dans un instant. La technologie de la Formule 1 appliquée à la route. Voici la vedette du salon de l'auto à Genève. La nouvelle Bugatti pour promener vos enfants. Promenade un peu chère quand même. Elle vaut 1 million d'euros. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Nous vous parlons régulièrement des affrontements au Proche-Orient, mais cette journée a marqué une nouvelle escalade en raison de l'apparition d'un nouvel acteur terroriste. On va y revenir dans un instant, en raison aussi du rythme des attentats et des représailles, toujours plus loin, toujours plus fort. Le récit de cette journée d'abord, Vincent Nguyen. Dès 2 heures ce matin, c'est à Tel Aviv que commence cette journée de violence. Un Palestinien armé d'un fusil, d'un couteau et ceinturé d'explosifs attaque 2 restaurants de la rue principale. Il tue 3 Israéliens, en blesse une trentaine, avant d'être lui-même abattu par un client armé. Quelques heures plus tard, à Afoulah, au nord, un kamikaze palestinien se fait exploser dans un autobus israélien. 2 morts, 5 blessés. À Jérusalem, une bombe explose dans l'école d'un quartier arabe, blessant 7 enfants et un enseignant. Cette fois, ce sont des extrémistes juifs qui revendiquent l'attentat. Vers Bethléem, une automobiliste israélienne est tuée et son mari blessé par des tireurs palestiniens. Au sol, un journaliste venu couvrir l'attentat essuie lui aussi des tirs. Il sera blessé au bras. À Ramallah, le chef du Fatah en Cisjordanie, Marwan Barghouti, est plus déterminé que jamais. Il vient d'appeler les Palestiniens à attaquer tous les barrages de l'armée israélienne. La réponse de Tsahal ce soir, un raid aérien. 2 responsables de la brigade Al-Aqsa viennent d'y trouver la mort. À Sderot, et ce qui retient l'attention, donc, c'est la résurgence d'un contre-terrorisme israélien. Un groupe inconnu, dénommé Vengeance pour les enfants, a revendiqué un attentat à la bombe dans un quartier arabe à Jérusalem-Est. Un massacre a été évité de justesse. Alain Chalvron, Mossi Harmon sur place. C'est ici, au pied de cet arbre, que la bombe a explosé, blessant un professeur et 3 élèves. 2 autres engins n'ont heureusement pas fonctionné. 2 minutes avant l'explosion, un groupe israélien inconnu, Vengeance pour les enfants, avait revendiqué l'attentat, poussant les jeunes du quartier à un bref mais violent affrontement avec la police. Et ce, en dépit de la condamnation de l'attentat par le maire israélien de Jérusalem. Je condamne absolument cet attentat terrible, c'est ignoble. Et celui qui a fait cela, qui que ce soit, doit être arrêté et puni. Sur la route d'Hébron, près de ce barrage militaire, des colons, cibles répétées des tireurs palestiniens, s'équipent de gilets pare-balles ou montent dans un de ces camions blindés de l'armée. L'attentat de Tzur Baher était sur toutes les lèvres, les uns pour l'approuver, les autres pour le condamner. Je détesterais que des Juifs s'abaissent au même niveau que les Palestiniens. L'armée, bien sûr, agit, mais pas assez. Alors, si vraiment elle ne peut rien faire, eh bien, je crois qu'il faudra prendre nos affaires directement en main. Dans le petit bureau du mouvement extrémiste du rabbin Kahan, qui a toujours prôné l'action armée contre les Palestiniens, on se réjouit ouvertement. Nous bénissons cette action. C'est impensable que chaque jour les Arabes tuent des Juifs, des bébés, des femmes, sans qu'il y ait une réponse. Et quand on lui demande s'il connaît les poseurs de bombes, Itamar Ben-Gvir répond par un large sourire, mais son mouvement n'est pour l'heure qu'un groupuscule.
Et réaction du gouvernement israélien, c'est un acte inacceptable, a déclaré l'un de ses porte-paroles. Pour revenir maintenant plus généralement sur ce climat de guerre, Alain de Chalvron, on peut rappeler aussi cette déclaration d'Ariel Sharon. Les Palestiniens doivent subir encore beaucoup de pertes car s'ils ne se sentent pas vaincus, on ne pourra pas revenir à la négociation. C'est cette stratégie militaire qui est de plus en plus discutée, y compris en Israël. Écoutez, Ariel Sharon a, ces derniers mois, tout fait et brisé tous les tabous. Rappelez-vous, lorsqu'il a envoyé son armée pour la première fois dans les zones autonomes, ça a été un tollé international. C'était cet été. Depuis, cette armée y est presque en permanence. Et de même, des bombardements aériens, des assassinats ciblés, des bouclages. À chaque fois, la violence redouble et les attentats se multiplient. En fait, Ariel Sharon se trouve face à une double ligne rouge que les Américains lui auraient fixée. D'une part, il ne peut pas réoccuper totalement et durablement les territoires autonomes palestiniens et d'autre part, il ne peut pas s'en prendre directement à l'intégrité physique de Yasser Arafat. Dès lors, il peut multiplier les bombardements, durcir sa politique répressive, multiplier aussi les victimes. Son armée paraît impuissante face à une guérilla peu armée mais de plus en plus efficace et déterminée. Merci Alain, voilà ce que nous pouvions dire sur la situation au Proche-Orient. Toujours à propos d'Israël, mais concernant l'Afghanistan maintenant, cette affaire d'espionnage qui sème le trouble. Un réseau israélien a été démantelé aux États-Unis, notamment en Floride. L'une de ses missions aurait été de pister les hommes d'Al-Qaïda. C'était avant les attentats du 11 septembre. Certaines sources vont même plus loin. Elles indiquent que le Mossad n'aurait pas livré toutes les informations en sa possession aux États-Unis. Pour l'instant, le FBI s'en tient à un strict démenti. Maryse Burgot, Bernard Lebrun, Michel Levasseur. Intelligence Online est une revue française spécialisée dans les questions de renseignement. Le dernier numéro révèle une spectaculaire affaire d'espionnage. Le démantèlement d'un réseau d'agents israéliens du Mossad opérant aux États-Unis. Les journalistes d'Intelligence Online se basent sur un rapport du département de la justice américaine. Ce rapport révèle un certain nombre de coïncidences troublantes. Exemple, 5 de ces Israéliens suspects ont été interpellés à Hollywood, en Floride, bourgade de 25 000 habitants au nord de Miami, envahie par les enquêteurs du FBI au lendemain des attentats du 11 septembre. C'est en effet ici qu'ont vécu au moins 4 terroristes ayant participé au détournement des avions, dont Mohamed Atta. Question, les espions présumés du Mossad se trouvaient-ils là par hasard ou enquêtaient-ils sur les réseaux d'Al-Qaïda? Les services de renseignement israéliens, si tant est que l'hypothèse se confirme, ont pu effectivement avoir, grosso modo, dans leur œil, pour cible certains islamistes sur le territoire des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en mesure de prédire ce qui allait se passer. La police fédérale américaine, le FBI, dément ce soir l'existence et donc le démantèlement d'un tel réseau. L'Afghanistan encore avec la suite de l'offensive contre les forces d'Al-Qaïda dans la région de Gardez. Les Américains ont sous-estimé leurs adversaires, déclaration d'un gouverneur afghan après le revers majeur enregistré hier par les États-Unis. Aujourd'hui, pour la deuxième journée consécutive, des avions français étaient en première ligne dans les bombardements. Sur place, à Kaboul, Dorothée Oliéric, Jean-Paul Chaussé. Ces images ont été tournées il y a quelques jours lors d'un vol de reconnaissance des Mirage 2000 français au-dessus de l'Afghanistan. Mais depuis 24 heures, la mission a évolué. Les Français participent au bombardement sur les poches de résistance des réseaux terroristes d'Al-Qaïda. Les super-étendards ont également été engagés dans la campagne de bombardement qui devrait se poursuivre demain. L'opération baptisée Anaconda en est à son 4e jour dans les montagnes d'Arma. Quelques 900 Américains combattent aux côtés de 800 Afghans pour déloger les hommes d'Al-Qaïda des grottes où ils seraient retranchés par centaines. On a réussi à affaiblir les combattants d'Al-Qaïda, comme lors de la dernière offensive. Aujourd'hui, on a bien avancé. Les bombardiers B-52 américains ont encore pilonné aujourd'hui une zone de 150 km à proximité de la frontière pakistanaise. Le combat a été vraiment très intense. Beaucoup de tirs de mortier, d'échanges de mitrailleuses. L'ennemi avait beaucoup d'armements lourds. Quant aux forces spéciales américaines, elles ont engagé aujourd'hui encore d'énormes moyens militaires. Mais avec 7 soldats tués hier, les militaires américains font face à une capacité de résistance importante de la part des combattants du djihad.
Ici, à Kaboul, les combats qui se déroulent dans la région de Gardez inquiètent. La population civile souhaite plus que jamais une extension du mandat de la coalition internationale qui pour l'heure n'est déployée qu'à Kaboul. Et à propos de ce conflit, écoutez ce lapsus d'un général américain, à chacun de juger s'il est révélateur. Tommy Franks a confondu l'Afghanistan et le Vietnam. Écoutez. First, let me say that our thoughts and prayers go out to the families and the friends of the service members who have lost their lives in our ongoing operations in Vietnam. Certainly, that sacrifice is appreciated by this nation. Voilà, Tony Franks ne s'en est rendu compte que plus tard. Il a bien insisté, la situation en Afghanistan n'a rien à voir avec celle du Vietnam. Les échos et les craintes suscitées par cette bataille antiterroriste en France maintenant. Nouvelle manifestation à Vénissieux, dans la région lyonnaise, pour la défense de 2 des prisonniers talibans de nationalité française, retenus sur la base de Guantanamo. 300 personnes avaient répondu à l'appel pour demander plus d'informations sur le sort des détenus. André Gérin, le maire communiste de Vénissieux, réclame lui l'organisation d'un procès, mais en France. Comment ces 2 enfants du quartier ont-ils basculé dans l'intégrisme, voire le terrorisme? Il y a une différence importante avec les cas précédents, celui de Khaled Kelkal par exemple, il y a 7 ans. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de petits délinquants désœuvrés. Les 2 prisonniers avaient fait des études supérieures. Ils étaient parfaitement intégrés. Enquête de Stéphane Bretner et de Hugues Buchard. C'est une réunion exceptionnelle, presque une réunion de crise. Ce qu'on veut, c'est la clarté de ce qui s'est passé. Le but pour cette cinquantaine de jeunes des Minguettes, comprendre comment Nizar Sassi, 23 ans, et Mourad Benchelali, 20 ans, se sont retrouvés en Afghanistan avant d'être capturés par les Américains. Comme en 1995, la région lyonnaise se retrouve au centre des réseaux islamistes français. Alors, la famille, à commencer par le frère, se mobilise pour tenter de trouver des réponses. On n'a aucun élément, donc on ne peut pas comprendre. Pour l'instant, on essaye de faire ce qu'on peut. Tout simplement, on a créé ça. On peut pas... L'histoire de Mourad et Nizar commence dans cette mosquée de la cité, à 2 pas de chez eux. Les rumeurs disent qu'on y prêche le djihad, la guerre sainte, et que l'idée de leur voyage en Afghanistan aurait germé ici. Les responsables du lieu de prière s'en défendent en minimisant le phénomène. 2 jeunes sur plusieurs centaines, voire milliers qui ont passé au moins dans ce mosquée, ça fait un très faible pourcentage. Si cette mosquée a un rôle d'orientation, au niveau de djihad ou quoi que ce soit, elle joue très mal son rôle. Même les services de renseignement le reconnaissent, les imams ne sont pas les principaux recruteurs. Les jeunes sont repérés au pied de ces tours à la sortie des mosquées. L'opération de séduction des islamistes commence avec un discours bien rodé. Allez viens, on va faire ci, il faut te défendre tes frères, et puis voilà, ils savent vous mettre bien à l'aise, quoi. Vous disent des belles paroles, vous êtes bien, voilà. Je vous assure, vous êtes bien. Après ce premier contact, les jeunes ont rendez-vous dans les appartements, au cœur même de la cité. Des lieux secrets où l'endoctrinement commence avant un séjour à l'étranger. Voilà qui rappelle les méthodes du GIA algérien et le parcours de Khaled Kelkal, chef du réseau responsable des attentats de 1995. Pour Azouz Begag, qui a vécu dans ces grands ensembles, les recruteurs profitent du sentiment d'exclusion de ces jeunes musulmans. Moi, ça ne m'étonne pas du tout aujourd'hui de voir qu'il y a des gamins qui sont partis de ces cités en Angleterre, au Pakistan, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Bosnie, à la recherche d'une solidarité, à la recherche d'une famille, à la recherche d'une société qu'ils n'ont pas trouvée ici. À la différence de Khaled Kelkal, petit délinquant endoctriné en prison, Mourad et Nizar avaient un casier judiciaire vierge et un travail. Et ce n'est pas un hasard, comme Zacharias Moussaoui ou Jamel Loiseau, ces nouveaux soldats du djihad sont indétectables. Ils cherchent des gens peu ou prou instruits, diplômés, et qui aient un environnement familial et un environnement professionnel comme vous et moi. Il faut surtout qu'ils puissent être des dormants. Parce qu'il faut surtout qu'ils n'aient pas attiré l'attention, le spot de l'actualité ou celui des autorités sur eux. Aux Minguettes, on est inquiet. Certains jeunes racontent que d'autres apprentis moudjahidines sont prêts à franchir le pas. Les spécialistes de l'antiterrorisme l'avouent, une nouvelle génération d'islamistes radicaux a pris pied en France. L'actualité judiciaire avec l'ouverture du procès de François Suppéry, l'ancien directeur de l'association Cheval pour tous, souvent cité en exemple, on l'a vu hier,
Première journée douloureuse. L'accusé a révélé qu'il avait lui-même été agressé sexuellement à l'adolescence. Il a aussi fait part de ses regrets. Sur place, Valérie Hermite, Philippe Quéroux. Sa voix ne porte plus, elle est éraillée, presque fluette. Les traits tirés, très amaigris, François Supéry s'est métamorphosé en prison. C'est de cette petite voix-là qu'il parle de son enfance. Un enfant cassé, abandonné, victime de toutes les violences. Cheval pour tous, c'était son œuvre, sa chose. Supéry, devenu super-homme, un autodidacte qui a fini par croire, dit-il, qu'il avait trouvé les solutions miracles pour redresser les jeunes délinquants. Aujourd'hui, 7 d'entre eux l'accusent d'abus sexuels et de viol. On est en présence de jeunes qui étaient sous le joug total d'un homme dans tous les domaines, qui était à la fois à sa botte et à sa merci, et complètement soumis à son autorité et à son despotisme. Ça te fait rire ? Cheval pour tous, un lieu de vie atypique, sans aucun agrément officiel. Les méthodes y sont très dures, mais elles sont un ultime recours pour les institutions qui ne savent plus quoi faire de ces délinquants-là. Problème, une fois les enfants confiés à Supéry, personne ne contrôlera plus rien. N'étant pas contrôlé ou étant faiblement contrôlé, il se prend malheureusement pour l'homme providentiel. Il va connaître une espèce de vertige. Je savais, dit-il, qu'un jour j'aurais des comptes à rendre. Supéry, qui apprenait aux enfants à ne plus jamais être hors la loi, encourt aujourd'hui 20 ans de prison. Alors voici le témoignage de l'une des victimes de François Supéry. Il s'appelle Franck, il était adolescent à l'époque. Son séjour dans l'association a duré 4 ans. Témoignage recueilli par Agnès Gardet et Frédéric Beau. J'appréhendais toujours le soir qu'ils viennent frapper à ma porte. Parce que c'est comme ça que ça se passait? Bien sûr. N'ayant pas quelqu'un vers qui me tourner, je pouvais qu'encaisser, quoi. Puis quand vous cohabitez avec d'autres jeunes qui ont le même âge que vous n'avez pas trop envie de le dire, quoi. Mais ils connaissaient le juste équilibre pour pas que le gamin parle. Si je faisais comme il voulait et ce qu'il voulait en échange, j'avais ce que je demandais, quoi. Donc c'était de la prostitution à un moment donné, hein. Et il savait qu'il me tenait comme ça. C'était des cadeaux, c'était de l'argent, c'était tout ça, quoi. Qu'ils prennent 10, 20 ou 30 ans, ça changera rien du tout. On peut pas non plus le laisser en liberté, quoi. C'est impossible. C'est un parasite pour la société. Comme il nous disait quand on est arrivé chez lui, on est des parasites. On a transgressé la loi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue dans la région de Béziers. 180 gendarmes ont participé à cette opération d'une grande ampleur, donc, menée à l'aube. 19 arrestations, de l'héroïne, de l'ecstasy ont été saisies, ainsi que des armes de poing. Accident tragique à Pouancé, près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. 2 hommes se promenaient sur un chemin de ronde qui surplombe un rempart. Le sentier s'est effondré sur 4 mètres de long. Les 2 promeneurs sont morts, ensevelis dans l'éboulement. Un village rayé de la carte, Fouquescourt et ses 110 habitants viennent d'apprendre qu'ils sont situés au centre des terrains gelés par la préfecture de la Somme en vue de la construction du 3e aéroport de la grande région parisienne. Jusque-là, le projet était resté plutôt flou. Les habitants sont donc stupéfaits. Ils ne veulent pas se laisser faire. Reportage Florence Griffon, Christian Leroux. À Fouquescourt, les poules ne veulent pas du 3e aéroport. Les fleurs non plus, d'ailleurs. Pour les habitants, ce n'est pas une plaisanterie. Eux qui se croyaient épargnés par l'aéroport viennent d'apprendre avec stupeur que leur maison pourrait être remplacée par des pistes d'atterrissage. On ne peut pas être rasé, loin de là. D'abord, ça fait un pincement. Quand on en part, on ne veut pas. On veut rester chez nous. Dans la rue, la contestation s'organise. Le dernier coup de crayon du préfet englobe le village et le place au centre d'un nouveau périmètre de 10 000 hectares. Ce jeune couple vient d'acheter une maison.
C'est un vieux rêve. On avait envie d'une maison à restaurer, on a nos idées, on veut la refaire d'une certaine façon. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus. Nous formons une grande famille et nous ne partirons pas de Fouquescourt. Ou alors ils nous ramasseront à la petite cuillère. Hein, parce que nous, non, on ne délogera pas de Fouquescourt. Pourquoi on ne le met pas à Sainte-Gabelle, en Corrèze, ou au-dessus de chez Monsieur Guessot, l'aéroport? Il y a de la place aussi par là. Pourquoi c'est nous? Si le site intéresse tant le gouvernement, c'est qu'il est extrêmement plat et que l'autoroute A1 et le TGV sont tout près. L'espoir des habitants, ce cimetière anglais. Pour construire l'aéroport, il faudrait le déplacer. Et cela, la Grande-Bretagne s'y oppose. Autre argument, les terres sont gorgées d'eau. Ici, les nappes phréatiques débordent fréquemment. Après tout, le périmètre a déjà été modifié. Le premier coup de pioche n'interviendra pas avant une large concertation en 2003. La réouverture du tunnel du Mont-Blanc, cette fois c'est sûr, ce sera samedi pour les voitures, déclaration de Jean-Claude Guessot, ministre des Transports sur LCI. Pour les camions, ce sera après le 15 mars. Économie encore, des mesures protectionnistes au pays du libéralisme. Les États-Unis décident d'instaurer une taxe qui pourrait aller jusqu'à 30% sur les importations d'acier pour protéger leur industrie sidérurgique. L'Union européenne annonce que l'affaire sera portée devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Un anniversaire en France, celui des ZEP, zones d'éducation prioritaire, créées il y a 20 ans tout juste. Et il s'agit, vous le savez, de donner plus de moyens à l'enseignement dans les quartiers défavorisés. Aujourd'hui, 15% des écoliers sont scolarisés en ZEP, 18% des collégiens, 3,5% des lycéens, 11% des lycéens pro. 20 ans après, le bilan est nuancé. L'écart avec les autres établissements en termes de résultats n'a pas diminué. Il ne s'est pas non plus creusé. Voici l'exemple d'un collège classé ZEP depuis 3 ans, 60 professeurs, 650 élèves. Les effets se sont vite fait sentir à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Reportage Nicolas Lemarinier, Alain Location. Boris n'est plus allé à l'école depuis octobre. Problème de discipline. Aujourd'hui, il a enfin trouvé une place au collège des Sablons. Pour nous, c'était vraiment l'ultime recours. Ici, le collégien de 16 ans ne se sentira pas seul. Beaucoup d'élèves ont des difficultés scolaires. C'est pour cela que l'établissement est en ZEP depuis 3 ans. Et aussi parce que le quartier connaît des conditions de vie difficiles. C'est quoi ZEP? Et si je vous dis que votre collège est classé en ZEP, ça veut dire quoi? Aucune idée. ZEP, zone d'éducation prioritaire. Cela veut dire des subventions supplémentaires pour la bibliothèque, des ordinateurs flambant neufs, mais surtout plus d'encadrement. Une dizaine d'aides-éducateurs ont été recrutés. Une classe relais a été créée. Parce que là, pour le moment, tu as fait du travail, c'est éparpillé, mais j'aimerais bien regrouper ça dans un dossier. Ici, individuellement, on aide les collégiens à rattraper le temps perdu. On a des élèves qui ont 2 ans d'absentéisme. Donc automatiquement, pendant 2 ans, ils ont oublié des choses. Donc on essaye de rattraper ces retards, mais comme on travaille en individualisé, c'est relativement facile. Dans les classes traditionnelles, le nombre d'élèves est passé de 30 à 25. Là encore, cela permet de mieux travailler. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des espérances? Dans ce collège, il y a 34% de réussite au test d'évaluation en 6e, 37% seulement en 3e. C'est vrai que quelquefois en 3e, on se tape la tête contre les murs, parce que faire d'un enfant qui ne veut pas apprendre? Des gamins qui ne veulent pas apprendre délibérément, ça n'existe pas. Mais des gamins qui n'ont pas les conditions pour apprendre, oui, ça existe effectivement. Reste que 60% des élèves de 3e rejoignent le lycée général. Ici, on tient à ce que la ZEP soit tout sauf une voie de garage. L'éducation encore à Nantes, expulsion musclée des 130 instituteurs qui occupaient le rectorat depuis hier soir. Les enseignants réclamaient la création de 500 postes dans les écoles primaires du département et ils en ont obtenu 420 étalés sur 3 ans. On ne sait pas si la grève se poursuivra. Des heurts aussi à Corté, en Haute-Corse. Entre 700 et 800 étudiants ont manifesté pour la défense de la langue corse à l'école. Parmi eux, plusieurs responsables nationalistes. Des pierres auraient été lancées sur la police qui a dispersé le défilé à coups de gaz lacrymogène. Et toujours à propos d'éducation, le premier déplacement en province de Lionel Jospin depuis sa déclaration de candidature. Déplacement à Villers-lès-Nancy, dans l'Est, sur le thème de la famille. Lionel Jospin qui souhaite notamment la création d'internats destinés aux enfants de 9 à 14 ans en cas de défaillance des parents. Jeff Wittenberg, Fabrice Dujardin ont suivi le Premier ministre. Cette fois, plus de confusion possible sur le passage du Premier ministre. Il est en campagne. C'est bien le candidat Jospin qui a enfilé son costume et même si le bain de foule est modeste, les cœurs sont sans équivoque.
Jospin, président! Ce premier déplacement est donc consacré à la famille, car sur ce terrain, comme sur celui de la sécurité traditionnellement associé à la droite, Lionel Jospin estime qu'il n'a pas à faire de complexe. Famille et d'abord petite enfance, visite d'une crèche, ce sera sans doute la photo souvenir du jour. Le candidat donne ensuite ce qui risque d'être le mode d'emploi habituel de sa campagne. D'abord, la promotion de ce qu'il a fait à Matignon, exemple le congé paternité ou le Pacs. Ensuite, après avoir au passage croisé une délégation d'infirmières en colère, la défense de ce qu'il compte faire s'il est élu président. Dans le domaine familial, ce sera la garde des enfants en bas âge qui aura la priorité. Création d'un congé parental et d'un chèque enfance sur le modèle du chèque emploi-service. Une politique familiale moderne, telle que je la conçois, est une politique qui doit permettre aux femmes de continuer à travailler, même lorsqu'elles ont des enfants, avec des chances de réussite professionnelle. Autre volet d'importance pour lutter contre la violence des jeunes et donc l'insécurité, Lionel Jospin propose des internats familiaux de proximité. Ce thème de l'insécurité qui revient déjà comme un leitmotiv dans les propositions du candidat Jospin, car pour lui, il n'est évidemment pas question de se laisser prendre de vitesse sur ce terrain par Jacques Chirac. Jacques Chirac, que Lionel Jospin avait critiqué auparavant sur France Inter, et plus précisément ses propositions économiques et fiscales, et notamment la baisse des impôts, propositions injustes et irréalistes. Selon lui, Jacques Chirac a un problème de crédibilité indiscutable, a ajouté le Premier ministre. Jacques Chirac qui a effectué une visite surprise à son quartier général tout à l'heure. Il s'est gardé de répondre, évoquant plutôt, je cite, sa détermination renforcée, sa bonne humeur et la mobilisation de son camp dans cette campagne. C'était donc tout à l'heure à Paris. Les premières déclarations de Didier Schuller depuis sa sortie de prison sur RTL. Il précise que les sommes occultes versées dans le cadre de l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine n'étaient pas destinées au RPR national, mais essentiellement à la section de Clichy, dont il était le responsable. En revanche, Didier Schuller met en cause l'entourage de Jacques Chirac dans une interview au Monde. Il indique que c'est l'avocat, Francis Spinner, qui l'aurait poussé à l'exil en 1995. J'ai été manipulé, dit-il, pour provoquer la chute d'Édouard Balladur. Affirmation qualifiée d'absurde par l'avocat. Voilà qui nous amène à la sortie d'un livre qui fait déjà beaucoup de bruit, même s'il ne sortira en librairie que demain, et un témoignage très attendu, le vôtre, Eric Alphen, très attendu parce que vous avez mené l'une des enquêtes les plus sensibles de ces dernières années, HLM de Paris, Cassette Mairie, parce que vous êtes le juge qui a convoqué Jacques Chirac et aussi parce qu'il est rare qu'un juge se livre de cette façon. Alors merci de nous avoir réservé la primeur de ce témoignage. L'ouvrage s'appelle 7 ans de solitude aux éditions de Noël. Avant d'en parler, fiche de lecture, elle est signée Zindine Boudaoud. Aujourd'hui, Eric Alphen est entouré. Mais pendant 7 ans, le juge s'est senti bien seul. 7 ans, la durée de son enquête sur le financement présumé occulte du RPR. 7 ans pendant lesquels rien ne lui a été épargné, dit-il. Les écoutes téléphoniques, les filatures, les photos volées, les coups tordus. 1994, tentative de déstabilisation. Le docteur Maréchal, beau-père du juge Alphen, est attiré dans un piège par Didier Schuller. L'ancien élu du RPR reconnaît aujourd'hui avoir participé à une manipulation. 1998, nouvelle obstruction, policière celle-là, la perquisition au domicile des Tibéri sans l'aide des policiers. Ils ne doivent pas assister le juge, c'est un ordre du patron de la police judiciaire. 2001, le testament vidéo de Jean-Claude Méry. Les accusations posthumes de ce financier au culte du RPR poussent le juge à convoquer le citoyen Chirac Jacques à titre de témoin uniquement. Dans son livre, Eric Alphen explique. Car s'il est à la confluence de toutes les pistes de ce dossier, rien ne l'implique directement. Je décide donc de l'entendre en tant que simple témoin. Mais le président de la République ne répond pas à cette convocation. Elle sera annulée par la Chambre de l'instruction. En septembre dernier, le dossier est même retiré au juge Alphen, à la grande joie des avocats qui défendent des élus du RPR. Aujourd'hui, Eric Alphen en veut notamment à ce magistrat, le procureur de la République de Créteil, Michel Barrot, accusé d'avoir freiné l'enquête. Seul, face aux pressions pour l'empêcher de découvrir la vérité, Eric Alphen s'est battu contre un système qui, pense-t-il, finit toujours par gagner. C'est ce que vous dites en conclusion de votre livre. On va revenir d'abord au départ. Pourquoi avoir fait cet ouvrage? Parce que vous êtes blessé? Parce que vous êtes brisé? Pour vous venger? Écoutez, j'ai instruit pendant plusieurs années un dossier difficile
qui concernait le parti, en tout cas au début de l'enquête, le parti des hommes au pouvoir, puisque mon ministre de la Justice, mon ministre de l'Intérieur, c'était des hommes qui avaient eu un rôle important dans le parti qui était supposé avoir bénéficié de tout ce système. On m'a mis un nombre conséquent de bâtons dans les roues. Malgré ça, je considère avoir instruit le plus honnêtement possible et avec le plus de détermination et éventuellement de courage, parce qu'il en a fallu quand même pour résister à certaines pressions. Et puis à quoi ça aboutit ça? Ça aboutit finalement à une décision de dessaisissement. Donc je n'ai pas sur le fond à commenter le fait d'avoir été dessaisi ou pas, c'est pas tellement ça qui m'a écœuré, c'est que j'ai ressenti une injustice importante. J'ai trouvé que c'était pas fondé juridiquement, que je n'avais pas démérité et que je ne méritais pas ça. Donc vous vous dites cette expérience... Donc je me dis, c'est pas possible de rester dans un milieu qui t'a rejeté. Ouais. Donc ça c'est la première idée. Deuxième idée, c'est pas possible non plus de quitter ce milieu sans rien dire, de cette façon. Et donc je me suis dit qu'il fallait tourner la page avec un livre. Alors dans ce que vous évoquez, il y a les entraves, il y a les embûches à votre enquête, et puis il y a aussi les coups tordus, hein, on l'a vu, il y a un chapitre qui leur est consacré, les écoutes téléphoniques notamment. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes aperçu un jour que vous étiez sur écoute? Est-ce que vous en êtes sûr d'ailleurs? On n'est jamais sûr, mais je donne dans le livre un certain nombre d'exemples qui montrent, par exemple, je me répète, qui montrent que je suis au téléphone avec une amie et que d'un seul coup, il y a une tierce personne qui intervient dans la conversation, mais c'est pas brouillé comme on peut croire de temps en temps, c'est qu'on peut le voir de temps en temps, c'est très net, quelqu'un qui intervient en disant « tu as raison de faire comme ça ». Donc, on n'est jamais sûr, mais il est évident que ce genre de dysfonctionnement, ça n'émane pas uniquement qu'à des éventuels problèmes de France Télécom. Vous ne dites pas qui, vous ne savez pas qui, vous ne savez jamais qui. Je suppose que c'est les gens qui veulent être renseignés sur l'avancement de mon dossier et sur moi aussi, peut-être pour envisager certains coups tordus comme l'affaire Choulin-Maréchal. Donc je suppose que c'est les gens qui sont éventuellement visés par mon enquête. Des menaces, vous n'en avez pas eu directement? Non, mais un autre exemple, c'est des choses quand même qui mettent un peu le frisson dans le dos, ça c'est plus des écoutes mais c'est des filatures. Quand je vais un jour voir un match de football au Parc des Princes et que 2 jours après, dans un courrier anonyme, on me dit alors c'était bien ce match avec votre fils, c'est évident que c'est pas vraiment une menace, mais il y a de quoi inquiéter. Oui. Alors voilà pour les coups tordus, bon il y a aussi toutes ces entraves. Plus généralement, est-ce que vous dites la justice aujourd'hui en France n'a pas les moyens de travailler, ou est-ce que vous dites quand il y a un dossier sensible, à ce moment-là le pouvoir a les moyens de bloquer les juges? Voilà, je ne veux pas rentrer dans une question de moyens, parce qu'on a beaucoup parlé des moyens de la justice. Pour moi, c'est plus grave qu'une question de moyens. C'est une question d'indépendance. Les juges ne sont pas indépendants aujourd'hui. Les juges eux-mêmes essayent d'être indépendants. Mais quand on a, par exemple, une justice indépendante avec une police qui, elle, ne l'est pas, et que forcément l'avancement d'un dossier a beaucoup à attendre des policiers. Le bras armé de la justice. Il est évident que dans ce cas, quand on dit à un policier, même si vous trouvez telle pièce dans une chambre, vous ne la saisissez pas, le juge ne peut rien faire. Il a beau être indépendant, il est impuissant. Éric Alphen, ça c'est vos explications sur les difficultés de votre enquête. Écoutez une autre explication, une autre interprétation, celle de Patrick Devedjian, c'est sa réaction le jour où vous annoncez votre mise en disponibilité de la justice. Écoutez. C'est son échec personnel. Le juge Alphen, sur le plan technique, aura été un très mauvais magistrat qui aura été annulé constamment par la Cour d'appel, la Cour de cassation. Ce sont ses pairs qui l'ont jugé le plus sévèrement, ce n'est pas l'opinion. Alors, écoutez, je ne vais pas commenter les réactions... Patrick Devedjian, pardonnez-moi, qui est l'un des principaux dirigeants du RPR. Voilà, je ne vais pas commenter les réactions d'un homme dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est jamais imprévisible. On s'attend toujours à ce qu'il va dire. Non, mais lui, donc, il dit en gros, techniquement... Ce n'est pas étonnant qu'il dise ça. C'est d'ailleurs diffamatoire. Hein. J'aurais très bien pu, de la même façon qu'il avait parlé de forfaiture au moment où j'avais convoqué le président de la République, c'est totalement diffamatoire. J'aurais pu porter plainte contre lui et je ne l'ai pas fait parce qu'on entend parler beaucoup de diffamation. Depuis la sortie de mon livre, avant même qu'il sorte, j'ai entendu partout dire on va l'attaquer, on va empêcher la sortie du livre, on va l'attaquer en diffamation. Les dossiers du juge Alphen n'étaient pas bien ficelés. Alors d'abord, c'est pour ça qu'ils ont été annulés. Quand il parle de la Cour de cassation, c'est faux. Bon. La Cour de cassation n'a jamais eu ça. Chambre d'accusation. Pour le reste, il faut bien comprendre que la procédure pénale n'est pas une science exacte. Tout est une question d'interprétation. Et autant dans certains dossiers mineurs
Au niveau, il n'y a pas d'intérêt politique en jeu. Par exemple, des trafics de stupéfiants. Les chambres d'accusation font tout pour sauver les procédures. Autant dans d'autres dossiers, comme les dossiers financiers, on fait tout à l'inverse pour les bloquer. Et je ne suis pas le seul juge financier qui a eu à subir des annulations. Par exemple, Patrick Desmurs à Nanterre a eu une partie de son dossier annulée. Philippe Courroy, la même chose à Paris. Et lui, il dit, faut vous en prendre à vous-même. Laurence Wisniewski a eu également tout un dossier concernant le Parti communiste qui a été annulé. Comme par hasard, c'est dans ces dossiers-là, alors sauf si tous les juges financiers sont des mauvais, ce que je ne crois pas, mais comme par hasard, c'est dans ces dossiers-là que les annulations ont lieu. J'ajoute, voilà, je ne crois pas au hasard, j'ajoute que si vraiment j'étais un si mauvais juge, je ne pense pas qu'on aurait eu besoin de tant de coups tordus pour m'empêcher d'enquêter. Vous voyez le sous-entendu qu'il y a là-dedans, c'est que votre démarche pourrait être un peu politique. Pourquoi sortez-vous ce livre maintenant? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va avoir une incidence sur la présidentielle? Par-delà mon cas personnel, j'ai essayé de montrer dans ce livre qu'il y a des graves dysfonctionnements de la démocratie vous auriez pu attendre après l'élection. Dans un des pays, je vais vous répondre, dans un des pays les plus démocratiques qui est la France, il y a quand même des dysfonctionnements. J'ai estimé que ce constat, qui est pessimiste peut-être, mais en tout cas qui est fondé sur la réalité, que ce constat devait être connu des gens avant qu'ils jugent, c'est-à-dire avant qu'ils mettent leur bulletin dans l'urne. Vous roulez pas pour la gauche? Je ne roule pour personne, je suis un homme libre et j'ai toujours voulu rester un homme libre et je le resterai toujours. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Eric Halphen, la volonté, quand on est un juge comme vous, de se payer, d'accrocher à son tableau de chasse des personnalités et évidemment le président de la République pour en faire partie? Écoutez, c'est pas un juge qui choisit ses dossiers. Moi, un jour m'est tombé dessus ce dossier dont, en remontant, en tirant les fils, on s'est aperçu que ça concernait éventuellement le RPR. Donc après, il me semblait normal d'interroger les gens qui étaient cités par les témoins. Je veux dire, c'est quand même pas moi qui invente que des chefs d'entreprise disent il fallait verser des pots de vin au RPR pour avoir des marchés. Donc, quand des noms apparaissent, il ne s'agit pas de rechercher des noms, mais quand ils apparaissent, on ne peut pas se cacher les yeux. Il n'y a pas une excitation, une volonté peut-être d'en faire un peu plus lorsqu'il s'agit de personnalités connues? Non, c'est pas un peu plus. J'ai agi dans ce dossier-là comme j'ai agi dans les autres dossiers. À chaque fois qu'un nom apparaît, ça me paraît normal de chercher à l'entendre. Une dernière chose, qu'allez-vous faire maintenant? Donc mise en disponibilité pour 3 ans, je crois. Elle n'est pas encore accordée, elle le sera dans quelques jours. Alors, moi, j'ai... Est-ce que vous redeviendrez un jour le juge Halphen? D'abord, mon départ, c'est un vrai départ. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un leurre pour sortir mon livre et revenir. J'ai envie vraiment de partir. Je me laisse juste une porte de sortie pour si jamais, dans quelques années, l'amour de mon pays, de mon métier, j'allais dire, de mon pays, revient. Cela étant, maintenant, je veux faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi. J'ai pris beaucoup de contacts. J'ai rencontré des gens. Je vais y venir. J'ai rencontré des gens dans la communication, dans les médias, dans les écritures de scénarios. J'ai rencontré aussi des gens dans les milieux politiques parce que je me disais que ce serait peut-être une juste suite à ce que j'ai fait. Par exemple, je peux vous faire une confidence, j'ai rencontré François Hollande qui m'a dit qu'à son avis c'était une mauvaise idée. Donc voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes et je n'ai pas encore décidé de ce que je vais faire. Vous ne savez pas encore si vous ferez de la politique, vous l'excluez pas? Je ne l'exclus pas, oui. Mais sous une forme qui serait à déterminer. Merci Eric Halphen, 7 ans de solitude aux éditions de Noël, sorti demain, évidemment, un livre qui va faire beaucoup de bruit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons à Genève maintenant. La ville n'est pas seulement connue pour ses banques, pour rester dans notre sujet, mais aussi pour son salon de l'auto. Tendance de ce millésime 2002, la sophistication. Quelques exemples avec Luc Bazizin et Claude Barnier. Genève, le temple de la démesure automobile, une vérité confirmée par cette Bugatti qui sera produite fin 2003. Un joyau inabordable et pour cause, il faudra dépenser 1 million d'euros pour se l'offrir et à ce prix-là, la TVA n'est même pas incluse. Ce monstre mécanique embarque 1000 chevaux pour atteindre la vitesse de pointe déraisonnable de 406 km/h. Pour compléter ce bijou, 2 diamants ornent les compteurs du tableau de bord. Même Volkswagen, à l'origine la voiture du peuple, lance sa marque dans le très haut de gamme avec ce véhicule aux équipements interminables, la Phaéton, véritable salon roulant. Le coup de crayon continue de surprendre sur ce tout-terrain ludique de Mitsubishi. En fait, ces portières ne sont pas uniquement des portières. En un clin d'œil, elles se transforment en valises. La voiture répond à la nouvelle société des loisirs. On a aussi sur cette voiture quelque chose de très original. C'est la douche incorporée, comme les petits bateaux à moteur. Quand on vient de la plage, on peut se rincer. Des gadgets, de l'électronique, de l'utile et du futile, le design automobile embarque aujourd'hui un mélange de rêve et de réalité.
Image de Caen en Normandie où le tramway a effectué aujourd'hui ses premiers essais 14 ans après le lancement du projet. Une première rame donc à l'essai, mise en service prévue en septembre. À Charmois, dans le territoire de Belfort, un déménagement très suivi, celui d'une cigogne. Elle avait installé son nid sur un poteau EDF face au risque éventuel. Le déménagement s'imposait, l'opération a duré 2 heures. Au final, la cigogne est bien rentrée dans ses nouveaux meubles. Romuald Bonan. Un nid douillet avec vue imprenable sur le village. Idéal pour Madame Cigogne qui a élu domicile ici depuis 3 ans et qui d'ailleurs arrive de plus en plus tôt. La première année, ils sont arrivés au mois d'avril. La deuxième année, ils sont arrivés au mois de mars. Cette année, le 27 février, elle est arrivée. Sauf que cette fois, le locataire a frôlé la prise de bec avec le voisinage. Après s'être installé sur des pylônes haute tension et provoqué des coupures de courant, la cigogne a squatté ce poteau EDF. Pour la cigogne, il était bien placé. Mais par contre, il pouvait à terme, peut-être même à court terme, poser quelques problèmes de sécurité pour le nid, pour la cigogne, mais aussi pour les conducteurs d'électricité qui étaient en dessous et peut-être aussi les gens qui étaient en dessous. Alors la mairie et le conseil général ont décidé l'expulsion. En douceur. La cigogne a vu arriver la grue. Et son nouveau nid, fabriqué par les enfants du village, 2 heures pour emménager au sommet de ce pylône spécial cigogne qui a coûté 600 €. Le prix à payer pour attirer les cigognes blanches, rares dans le département depuis 50 ans. Et ce soir, la cigogne lance ses invitations pour la crémaillère. Elle applaudit. En bref, l'écrivain Edmond Charleroux, élu présidente de l'Académie Goncourt, elle, la veuve de l'ancien ministre Gaston Defferre, succède à François Nourricier. Cinéma, la sortie demain du dernier film de Gérard Jugnot, Monsieur Batignolles, acteur, réalisateur, producteur. Il campe cette fois encore un personnage de Français moyen, mais cette fois sous l'occupation. Pascal Deschamps, Alain Location. On fait pas de politique ici, Madame Taillepied. Je dis ce que je pense, c'est pas interdit. Eh ben faites comme moi, pensez pas trop. Monsieur Batignolles ne se pose pas trop de questions, ni quand on rafle ses voisins les Berstein, ni quand on lui donne leur appartement de 200 mètres carrés. Jusqu'au jour où... Il est là, papa? Papa. Faites quoi chez moi? Justement, c'est plus chez toi ici. C'est l'autre. Il y en a un autre là-haut. Monsieur Batignolles ou quand Gérard Jugnot trimballe sa bouille de français moyen dans une sale époque, là où peut-être, avouez-le, vous ne l'attendiez pas. Rondeur, moustache, physique ingrat mais bon fond, Batignolles c'est Pinot, un simple flic, ou le chômeur d'une époque formidable. Des types ordinaires dont il s'est fait une spécialité et dont on n'attend rien. Les gens ordinaires, on dit c'est des particuliers. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout le monde est particulier. Et ça m'amuse, moi, de traquer, parce que peut-être d'emblée, comme ça, j'ai pas un physique de héros. Ça m'amuse de traquer chez tous ces particuliers, ces particules d'humanité, de saloperie, d'amour, de drôlerie. Je suis bien placé pour le savoir. On vous emmène en Allemagne pour casser des cailloux et faire des routes. C'est pas... Les enfants qu'on emmène, ils vont aussi casser des cailloux. Oui. Ils vont casser des petits cailloux avec des petits marteaux. Cette saloperie dont il n'est pas complice, mais dont il est témoin, va lui permettre d'abord d'avoir une pensée autonome, de ne plus penser par lieu commun et de se faire lui-même une opinion sur les choses, et puis d'ouvrir un peu les yeux et le cœur. Et je ne sais pas s'il n'ouvre pas le cœur avant d'ouvrir les yeux, je ne sais pas. Tout le monde ment. T'imagines un peu si tout le monde se disait la vérité? Ce serait la guerre. Mais c'est la guerre. Tragicomique, les aventures d'Edmond et Simon peuvent à tout instant basculer. Entre la grande vadrouille et la vie est belle, Jugnot signe un film personnel, tour à tour grave et drôle, sur le rachat. C'est prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Sortie demain. En sport, un nouveau cas de dopage. L'Écossais Alain Baxter, médaille de bronze du slalom des JO de Salt Lake City, a été contrôlé positif à la méthamphétamine. Il sera déclassé. Coup dur pour la Grande-Bretagne qui avait obtenu là sa première médaille olympique de son histoire en ski alpin. Football, pour être entraîneur, il faut avoir les nerfs solides. Luis Fernandez annonce aujourd'hui, après ses emportements du match PSG Bordeaux le week-end dernier, qu'il ne s'assoira plus sur le banc de touche du Paris Saint-Germain pendant les matchs. Manuel Tissier, Joseph Bachty. Pas touche à l'arbitre. Pour l'avoir oublié, Luis Fernandez s'est fait punir samedi soir. Exclu du terrain de jeu, il devra purger une longue suspension. Mais avant même la sanction de la Ligue, Fernandez prend les devants. Suite à la rencontre PSG Bordeaux,
j'ai décidé, sans avoir subi aucune pression ni aucune influence d'aucune sorte, de ne plus m'asseoir sur le banc dans les compétitions nationales. Ce n'est pas la première fois que le bouillant Fernandez est renvoyé en tribune. Cette saison, il a déjà purgé 4 matchs de suspension. Ses joueurs ont l'habitude. Il est pris par le jeu, on peut le voir. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aime son métier. C'est vrai que des fois, il est très impulsif. Avant le mauvais jeu de main du Parc des Princes, Fernandez n'avait pas su contrôler ses mots contre Lyon il y a 3 semaines. Dès demain, à Bastia, son adjoint Jean-Louis Gasset sera à sa place sur le banc. Fernandez, lui, prend de la hauteur, forcément, dans un football qui vole bien bas ces jours-ci. On se calme. Un peu de hauteur, ça fait du bien. Fin de cette édition, à suivre la météo Patrice Drevet, l'info sur France 2, 1h05, dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Françoise Laborde recevra Laurent Fabius dans les 4 vérités. Et on se quitte avec ces images de 3 tombes mérovingiennes découvertes à Saint-Dizier en Haute-Marne lors de travaux d'aménagement routier. Elles dateraient de la fin du 5e siècle. À demain.